Bonjour tout le monde, je vais essayer d'animer cette table ronde avec les collègues ici présents. Vu le retard un petit peu accumulé, on va essayer de faire une table ronde assez dense, ça risque d'être assez frustrant à la fois pour les intervenants et peut-être aussi pour vous. L'idée étant de aussi lancer quelques réflexions, des pistes de réflexion et pour lancer aussi des discussions qui pourront avoir lieu un petit peu plus tard au cours de ces 2 jours. Donc voilà, par avance, un petit peu désolée du timing qui risque d'être contraint. L'idée, je laisserai les intervenants se présenter juste après. Je vous situe un petit peu le contexte de cette table ronde. C'est donc de parler du métier d'enseignant à l'heure de l'IA. On va essayer d'aborder plusieurs thématiques différentes qui sont fortement liées à cette question-là et qui méritent encore de la réflexion, qui ne sont pas des questions si originales que ça, mais qui ne sont pas encore répondues sur la place du numérique et de l'IA à l'école, l'effet sur les pratiques enseignantes et puis les besoins de formation et la réponse qu'on peut essayer d'apporter en tant qu'institut de formation à ces besoins de formation qui seraient exprimés par les enseignants. Ce que je vous propose, c'est chacun de vous présenter rapidement et puis après de commencer les échanges. Je ne sais pas, Victor, si tu veux commencer. Merci. Voilà le premier apprentissage avec IA. Donc, je suis Victor Freiman, je suis professeur à la faculté des sciences de l'éducation. Donc, il y a une petite typo dans le programme. Donc, je suis bien dans la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, en Acadie. Bonjour, Fabien Emprunt, je suis professeur des universités en didactique des mathématiques à l'Université de Reims et directeur de l'INSPE de l'Académie de Reims. Bonjour à tous, donc Magali Vélin-Lopez, je suis chef du bureau de l'innovation à la Direction générale de l'enseignement scolaire au ministère et donc la touche féminine de la matinée sur l'IA avec Salomé. Merci Magali. Bonjour, Philippe Dessure. Je suis enseignant ici même à l'INSPE, l'Université Grenoble-Alpes, et rattaché également au laboratoire l'ARAC de la même université, et je suis en sciences d'éducation et de la formation. Et donc je suis la touche chauve de la... Bonjour à toutes et à tous, je suis Moulay Mohamed Trissi, professeur de l'enseignement supérieur en technologie éducative. Je suis formateur au centre de formation des inspecteurs à Rabat au Maroc. Une première question, peut-être justement, Moulay et Victor, vous pourrez peut-être commencer à prendre la parole sur ce sujet-là. En France, en tout cas, à voir si c'est comparable au Maroc et au Canada, il y a quand même une tension un petit peu entre cette envie d'installer du numérique à l'école et en même temps toutes ces craintes autour des effets négatifs des écrans. Donc il y a déploiement du numérique et puis faire attention à ce que les enfants ne soient pas trop confrontés au numérique. Comment est-ce que c'est géré dans les autres pays, en l'occurrence Maroc et Canada? Et comment est-ce que l'IA trouve sa place ici, où on rajoute un petit peu du numérique au numérique? En tout cas, on rajoute, c'est un numérique plus. Donc, quelle stratégie de déploiement de l'IA est aussi envisagée dans ces pays-là? Et est-ce qu'il y a des outils qui sont particulièrement mis à disposition? Comment ils sont sélectionnés, ces outils-là? Voilà. Comment c'est géré? Donc, peut-être Victor en premier, Moulay après, et puis Magali en tant que référente ministère français. Le devoir n'est pas bien fait, le devoir. Voilà, rapidement, au Canada comme partout, on est là, on est au débat, on est à la découverte, on est pour, on est contre, on est pour bannir tout ce qui bouge, puis on est pour apprivoiser tout ce qui bouge. Donc, aussi simple que ça. C'est là pour rester selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il faut aussi comprendre qu'au Canada, on n'a pas de système fédéral de l'éducation. C'est vraiment géré par les provinces. Et la province du Nouveau-Brunswick est une province qui a 2 secteurs
distingue en éducation, c'est francophone et anglophone, et je représente le secteur francophone minoritaire. Et effectivement, selon notre ministre de l'Éducation, selon les directions des 3 districts scolaires, selon ce que le nouveau plan qui vient de sortir il y a 2 jours, de 12 ans, un nouveau plan de 12 ans en éducation de la province, l'intelligence artificielle a été, je dirais, artificiellement rattachée au numérique. Pourquoi? Je ne peux pas développer, pas le temps, mais je provoque un peu votre réflexion. Pourquoi? Mais c'est là. C'est une section où on parle d'un côté, on parle de la littératie numérique, de l'autre part, on parle de la compétence numérique, d'un autre endroit, on parle des compétences numériques au pluriel. Donc, c'est pluriel, c'est singulier, et ça varie de 0 à 4. 0, aucune numérique, on retourne grosso modo au papier-crayon, et c'est le cas aussi de nos écoles. Mais de l'autre côté, là, je me réjouis, par exemple, de voir la craie. Pourquoi pas? J'adore ça. Puis je peux vous donner un exemple quand j'y faisais une activité d'enrichissement avec les jeunes de 5e année d'une école primaire de Dieppe. Et les élèves avaient les tablettes iPad. Chaque élève est venu avec une quinzaine d'élèves que j'ai eu de 5e année. Puis ils pouvaient utiliser les iPads, mais la minute que j'ai commencé à écrire, parce que c'était une classe avec justement cet équipement d'intelligence artificielle, j'ai eu 5-6 jeunes à envahir le tableau et ils ont eu du plaisir de résoudre des problèmes mathématiques avec la craie. Ils ont laissé leur iPad. Bref, c'est une longue histoire des technologies et ça passe par déjà plusieurs vagues avec les plans de 10 ans qui changent à chaque 5 ans. Peut-être sauf le dernier qui a duré vraiment 10 ans, mais la prochaine c'est 12 ans. Et on est là. Ce qui m'a frappé le plus, c'est l'article que j'ai trouvé du 29 avril et ça vient bien de France. Mais sauf qu'on cite une étude américaine, que depuis 2005, on a perdu 120 000 mots. On ne parle plus. On est tous. La première chose que je cherche, oui, mon iPhone, mais c'était l'une des derniers de mes collègues de la faculté à l'avoir. Mais maintenant, c'est la première chose que je cherche. Donc, on se parle moins. On se parle par courriel. Je sors de mon bureau, 3 personnes étudiantes qui sont avec leurs appareils numériques. Je demande ce que vous faites. On se donne un rendez-vous sur Facebook. On est sur Facebook. Donc, les 3 qui sont juste là, mais les 3 qui se parlent en utilisant le Facebook. En même temps, vous allez voir les écoles où il y a des pochettes pour déposer les portables et entrer dans une classe. Donc, vous comprenez dans quel paysage qu'on vit et où est-ce que ça va aller selon le plan de 12 ans. Le numérique est là et l'IA est là pour apprivoiser, pour apprendre, pour expérimenter avec une échelle de 0 à 4. Donc, 0, c'est lorsque on n'utilise pas l'IA du tout, alors que 4, c'est on utilise pour faire tout le travail pour nous. Merci. Merci. Donc, quelque chose d'assez similaire, j'ai l'impression, à ce qui se passe en France, une tension, une nécessité d'apprivoiser l'IA, mais une tension quand même entre faire attention à ce qui se passe avec le numérique et utiliser l'IA. Est-ce que c'est pareil au Maroc ? Alors au Maroc, je ne sais pas, je vais faire un petit historique. Au Maroc, il y avait le numérique a commencé en 2005 à travers un programme qui s'appelait Programme Génie. C'était un programme qui s'est allé de 2005 jusqu'à 2022. C'est un programme qui avait 5 axes.
infrastructures et équipements, équiper tous les établissements scolaires par des salles multimédia à l'époque, des ordinateurs, des data shows et tout ça. Acquisition des ressources numériques, transformer les manuels scolaires en ressources numériques. Le troisième axe, c'était de formation des enseignants dans le numérique. Et on s'est basé sur le référentiel de compétences de l'UNESCO 2010 et 2018. Et puis un autre axe sur la gouvernance de ce programme-là du numérique. Mais en 2022, il y avait une autre stratégie du numérique. C'est une stratégie lancée par le gouvernement marocain. C'est Digital Morocco 2030. Alors c'est une stratégie qui vise à faire du Maroc un hub économique et social en intégrant le numérique. Et bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale, il a aussi bénéficié de ce programme. Et donc on a lancé un programme qui s'appelle Digital Lab. Digital Lab, c'est un programme qui permet de concevoir des solutions numériques pour l'enseignement et de les faire bénéficier les élèves et les apprenants d'une manière globale de ces solutions-là. Et comme vous le savez, il y a une réforme au niveau du ministère de l'Éducation nationale à partir de 2022-2026, une réforme qui se base sur ce qu'on appelle des écoles pionnières, des établissements pionniers, écoles pionnières, collèges pionniers. C'est une réforme qui se base sur cinq piliers. Le premier pilier, c'est un pilier curatif. On se base sur des méthodes, des techniques pour renforcer, pour soutenir les apprentissages fondamentaux chez les élèves. Le deuxième pilier, c'est préventif. On utilise la méthode explicite que vous connaissez. Le troisième pilier, c'est le pilier formatif. Et c'est la formation pratico-pratique pour les enseignants, mais avec des certifications qui permettent aux enseignants une promotion. Et puis un pilier évaluatif, on fait des évaluations post et pré pour chaque élève. Et puis il y a bien un dernier pilier, c'est le pilier gestionnaire, avec un système d'information qui permet de chapeauter tout ce système-là. Et donc les cours, ils sont scriptés. Donc les enseignants, ils ont des cours qui sont déjà scriptés. Donc ils projettent directement les cours. Il y a un manuel pour les élèves, déjà aussi qui est lié à l'informatique, au réseau informatique. Et les enseignants, ils sont équipés, ils ont un ordinateur, ils ont un vidéoprojecteur pour projeter les leçons. Et puis, il y a des activités parascolaires en parallèle. Il y a des clubs scientifiques, des clubs de théâtre, et puis il y a des clubs de la robotique et de coding pour faire avancer, développer les compétences numériques chez les élèves. Et puis, il y a le manuel scolaire, il est enrichi, c'est-à-dire que l'élève, avec son smartphone, il peut directement prendre une photo d'un cours et puis il a une vidéo qui explique le cours directement. C'est la partie modelage dans l'explicite qui est directement liée au manuel scolaire et tout est enregistré dans un système d'information. Et il y a aussi une application qui est mise à la disposition des élèves, c'est le voyage, Rihla, en arabe, Rihla, voyage. C'est une application qui permet aux élèves de faire des révisions, mais en jouant. C'est une application ludique. Bien sûr qu'il y a des tensions aussi. Le Maroc, c'est comme tous les pays où il y a des tensions. Mais au Maroc, le numérique, c'est une compétence de base. C'est un outil de soutien, un outil d'apprentissage. Et aussi, c'est un outil de différenciation. Alors, les tensions aussi au Maroc, ça existe. Les enjeux plutôt au Maroc, ce n'est plus l'IA pour le moment. Les tensions, surtout, les enjeux, c'est surtout les équipements, c'est surtout l'infrastructure, c'est surtout la formation des enseignants, c'est surtout la disparité territoriale, c'est surtout les inégalités sociales. Et donc, l'enjeu, il est primordial à ce niveau-là. Bien sûr, on a aussi des débats au Maroc, on a des débats sur l'IA, on a des débats sur l'addiction aux écrans, on a des débats aussi sur l'utilisation des smartphones en classe. Et d'ailleurs, en 2018, il y avait une note ministérielle qui interdit justement l'usage du téléphone dans les classes. Et puis, on a aussi des débats sur l'encadrement de tout ce qui est numérique et tout ce qui est IA par les enseignants. Merci.
Magali ? Oui, peut-être. Donc, en fait, le déploiement de l'IA a été facilité, et vous en conviendrez tous, déjà par les équipements en place. Je veux dire, voilà, la révolution numérique était passée par là. Après, ce qui s'impose à nous, et vous le savez également, c'est que c'est une révolution. L'IA, c'est une révolution sur 2 ans. Là, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi rapide qui vient nous bousculer. Et on rencontre dans le déploiement de l'IA, finalement, des choses assez communes dans la conduite du changement, à une contrainte près, c'est le temps. On a beaucoup parlé ce matin. Le changement est souvent réussi quand on a le temps de poser les choses, et c'est un peu ce qui nous manque, puisque l'IA s'impose, je dirais, à nous, et on est toujours comme ça entre le subir et l'agir, et entre la contrainte et l'évidence de l'usage. Donc ce qu'on voit dans le déploiement de l'IA aujourd'hui dans les classes, c'est tous les profils habituels de la conduite du changement. Vous avez des enseignants qui, par principe, sont curieux, l'étaient déjà au moment de la révolution du numérique, et donc sont précurseurs sur ces questions-là. Et puis, donc ils ont une forme de fascination aussi pour l'IA et son potentiel. Vous avez des enseignants qui découvrent petit à petit le gain de temps qu'ils vont pouvoir avoir sur un certain nombre de choses et qui commencent à s'y mettre. Et puis vous avez des enseignants qui ont une forme un peu panique, parce qu'on oscille entre fascination et panique. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est assez incroyable, c'est que vous m'auriez posé la question il y a 1 an, je vous aurais dit l'essentiel des sollicitations ou des questions qu'on me pose par rapport à des équipes qui venaient vers moi il y a 1 an, c'était pour me parler de triche. Il me disait, est-ce que vous pourriez venir intervenir avec nous auprès des enseignants pour qu'on parle de l'IA et de triche, etc. Et donc j'avais une question un peu provocatrice, mais que je vais vous poser aussi, puisque je disais de choses aux enseignants. Mais vous, quand vous préparez vos cours avec l'IA, est-ce que vous trichez ? C'est de la triche, en fait, parce que vous faites votre travail avec l'IA. Et vous considérez que les élèves, quand ils préparent ou travaillent ou ils font leurs activités avec l'IA, c'est de la triche. Donc, où on situe le niveau de la triche ? Donc, vous voyez, c'est intéressant aussi. Donc, bien sûr, je faisais exprès, mais c'est pas anodin. Parce que pourquoi c'est de la triche pour les uns, pas pour les autres, etc. Donc, je vous pose aussi la question et on pourra y réfléchir. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est dans le déploiement de l'IA, et vous le savez également, il y a un cadre d'usage. On nous a beaucoup dit qu'il avait tardé à sortir, ce cadre d'usage. Mais le fait qu'il tarde à sortir et à apparaître, c'est pas anodin. Ça montre aussi tout le débat derrière, qui n'est pas clos, puisque vous voyez tout le travail qui est mené aussi par la mission parlementaire actuellement. Donc ce cadre d'usage, il nous permet aujourd'hui, en tout cas, de bien poser les conditions d'usage. Quelles sont les conditions d'usage de l'IA en classe ? C'est vraiment le document de référence aujourd'hui, qui est assez unanime et qui fait consensus. En tout cas, c'est le seul document de référence aujourd'hui. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est comment on passe de ces conditions d'usage à aussi la question du geste professionnel enseignant. Et c'est ça qu'on va aussi échanger tout à l'heure, justement, sur les effets sur le geste enseignant. Et la question fondamentale derrière aussi, l'IA va-t-il remplacer le métier d'enseignant ? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup posé, sur lequel on pourra évidemment revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la formation va être touchée d'une manière, parce que on n'a pas le temps, en fait. Ça veut dire que si on devait faire des préconisations aujourd'hui sur les manières d'utiliser l'IA, etc., le temps qu'on fasse paraître quelque chose, la révolution sera déjà tellement avancée qu'il y aura des possibilités qui seront déjà bien plus énormes. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi recentrer le propos sur ce fameux discernement professionnel des enseignants. Et je rejoins tout à l'heure notre intervenant et notre conférencier sur le fait que justement, en formation, qu'est-ce qu'il va falloir questionner avec ou sans l'IA. Merci pour cette transition, Magali. Justement, tu parlais de remplacer les enseignants, sans aller jusqu'à utiliser ce terme-là. Déjà, est-ce que l'IA va changer les pratiques, va amener à modifier la pratique de l'enseignant et aussi à repenser le rôle de l'enseignant ? Ça, j'ai l'impression que c'est une question qui arrive un petit peu de plus en plus. Je vais poser une question très très générale et chacun d'entre vous prendra un petit peu les points qui l'intéressent sur cette question-là. Déjà, est-ce que vraiment l'intégration de l'IA va changer les pratiques enseignantes ? Ça peut être déjà une question. Est-ce qu'on transforme le métier ? Ensuite, si ça doit transformer le métier, comment on y répond ? Est-ce que la formation dans les INSPE doit y répondre ? Comment elle peut le faire ? Et est-ce qu'on peut prendre en compte des besoins qui auraient été exprimés par les enseignants, des besoins de formation, par exemple ? Donc voilà, comment on y répond, en fait, à cette transformation du métier, si jamais elle doit avoir lieu et qu'elle est d'actualité ? Je vais peut-être laisser Fabien prendre la parole sur cette question-là en tant que directeur d'INSPE. Oui, merci.
Alors, je ne m'exprime pas au nom de tous les INSPE parce que c'est quand même une réalité extrêmement variée. En fait, on a des nouvelles maquettes, on est en train de refonder nos maquettes et c'est aussi l'occasion de réfléchir au contenu. Dans les référentiels et dans les cadrages, on a cette obligation de former à et par l'IA. Et on essaye en fait d'éviter de retomber dans l'écueil dans lequel on était un peu tombé dans le numérique. Je ne sais pas si c'est général, encore une fois, pour tous les INSPE, mais c'est de mettre le numérique dans une unité d'enseignement spécifique et de considérer qu'une fois qu'on a fait cet enseignement-là, la problématique est réglée. Donc on essaye de redévelopper 3 grandes formes de formation, donc des formations qui sont pour les enseignants avec l'IA, c'est-à-dire qu'on développe par exemple dans les modules d'accompagnement au stage ou de didactique des mathématiques, du français, des séances de préparation avec et sans IA. Notamment à Reims, on a développé un RAG, Retrieval Augmented Generation, donc qui est une IA générative qui raisonne à partir d'un corpus d'articles de recherche. Donc on a développé cet outil-là et on amène les étudiants à travailler, donc préparer avec et sans. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin de l'usage du RAG, les étudiants nous disent, mais finalement, si nous, on ne sait pas, on ne peut pas trouver ce qu'on... Et donc ça les renforce finalement par rapport à la question de est-ce qu'on va disparaître, ça les renforce dans leur volonté dans leur professionnalité en quelque sorte. On les forme aussi à utiliser les IA avec leurs élèves. Et ça pose plein de questions aussi sur les modalités d'évaluation, Et en dernier lieu, on les forme aussi à comprendre l'IA. Et là, ce sont des EC d'outillage, effectivement, pour qu'ils comprennent un petit peu quand même comment ça fonctionne ces bêtes-là. Et en fait, l'idée générale, et ça va rebondir sur ce que tu disais aussi, c'est quand on a fait le calcul, on se rend compte que nos étudiants, là, s'ils sont prof en maternelle, leurs derniers élèves partiront en retraite en 2130. Donc, du coup, il faut être assez humble sur ce qu'on se donne comme échéance et effectivement, plutôt les former à réfléchir, à prendre du recul. Et ce sera le dernier point, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'on avait un webinaire hier sur la formation à et par la recherche. Et leur donner des outils de recherche et comprendre la recherche, c'est vraiment une clé pour qu'ils puissent vraiment obtenir cet agir professionnel que tu évoquais. Merci. Ouais, Philippe ? Je veux bien continuer suite à ce que tu viens de commencer à dire, Fabien. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, notamment le lien avec la recherche et le fait qu'on forme des étudiants en bac plus 4 et 5. Ce qui veut dire, nous, à Grenoble, c'est qu'on pense qu'ils sont capables d'utiliser les outils par eux-mêmes. Quand on est à bac plus 5, on est capable d'utiliser l'outil. Par contre, nous, effectivement, on va leur donner un bagage sur réfléchir aux aspects juridiques, éthiques et sociaux, les impacts sociaux de ces outils-là de manière plus intensive, en laissant effectivement plus de côté les outils, parce qu'effectivement, demain, on ne sait pas de quel demain sera fait à propos de ces outils-là. Juste un commentaire aussi sur ce qu'il y a depuis ce matin. En fait, on a beaucoup énoncé des noms d'entreprises. J'ai essayé de forger... Alors, on connaît bien l'acronyme GAFAM. Hein. Je trouve que ça serait GAGOM ou GAOM, un truc comme ça, ou GOAM, qui serait l'acronyme forgé à propos des marques qui vendent de l'IA générative. Essayez d'en trouver un mieux, c'est pas terrible. Il ne faut pas oublier aussi que la laïcité, c'est pas que la laïcité politique et religieuse, c'est aussi la laïcité commerciale. Et je pense qu'on doit aussi enseigner aux étudiants une certaine laïcité commerciale, c'est-à-dire ne pas faire en sorte qu'ils livrent à leurs élèves des marques qui se servent de nous, en fait, comme véhicule de propagande ou de commerce, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on soit précautionneux par rapport à ça. Et peut-être déjà là, et donc citer peut-être l'acronyme GAOM, alors, pour dire que c'est toutes ces marques-là qui nous vendent de l'IA générative et qui font de l'argent. Pour l'instant, ils n'en font pas trop, mais grâce à nous, ils en feront bientôt beaucoup. Merci. Oui, juste par rapport aux effets des pratiques enseignantes, quand je disais tout à l'heure justement, est-ce que l'IA finalement va remplacer le métier d'enseignant ? En tout cas, il y a une question qui se pose et qui est intéressante, qu'on n'avait pas eu à se poser par le passé, c'est finalement
qu'est-ce qui doit être délégué à l'IA et qu'est-ce qui ne doit pas être délégué à l'IA. Et ça, c'est vraiment une question essentielle aujourd'hui dans le geste enseignant. Et j'ai plutôt tendance à vouloir m'attarder sur ce qui ne doit pas être délégué à l'IA. Et c'est vraiment une question fondamentale aujourd'hui par rapport au geste enseignant. Au-delà de ça, la question que nous pose aussi l'arrivée de l'IA, c'est finalement quels sont les apprentissages qu'on veut voire plus juste et plus explicite. Parce que l'IA va nous le permettre aussi. On voit bien que les résultats de nos élèves aujourd'hui ne sont pas extraordinaires. Les résultats nous le prouvent quasiment tous les jours. Et donc, on a cette chance de pouvoir réfléchir à ça aujourd'hui, de faire ces choix pédagogiques-là qui sont extrêmement intéressants. Après, le troisième point que je voulais évoquer, puis je vous citerai quelques exemples de pratiques qui se développent aujourd'hui grâce à l'IA, ou en tout cas qui sont facilitées par l'IA, c'est aussi le fait que l'IA nous permet de gagner du temps, mais parfois nous permet de gagner du temps sur des actions pédagogiques pour lesquelles il faudrait au contraire prendre du temps. La réflexion, le questionnement, etc. Donc ça, c'est des gestes enseignants aussi qui vont être de plus en plus renforcés et à renforcer. Sur des usages avec l'IA, j'en ai repéré 5 que je partage avec vous, mais qui vous sembleront assez évidentes, sur la préparation de classe. Évidemment, la préparation de classe, avoir des idées, être plus créatif, trouver d'autres ressources. Il y a du gain de temps, évidemment, sur ces questions-là. Sur l'adaptation, adapter, on parlait tout à l'heure de personnalisation et d'individualisation. La personnalisation et l'individualisation, c'est pas tout à fait la même chose. L'individualisation, et ce qui est intéressant, c'est que si l'enseignant peut le souhaiter sur certains élèves, notamment à besoins éducatifs particuliers, les élèves, c'est pas ce qu'ils veulent aussi. On a eu l'année dernière au Salon de l'Éducation, on a reçu pendant 3 jours tout un tas de jeunes qui venaient, à qui on a posé la question de l'école de demain, de comment ils voyaient les choses, parce que parole aux jeunes, tu le disais d'ailleurs, certains seront dans la génération du 22e siècle. L'idée, c'est de vous dire, en fait, de leur demander, vous, comment vous voyez les choses. Et vraiment, on a reçu peut-être 300 élèves sur 3 jours. Il n'y en a pas un qui nous a dit autre chose que ce que je vais vous évoquer là. En gros, globalement, ils nous ont expliqué qu'on voit bien où on veut nous emmener, seul face à un écran ou un ordinateur, etc. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite être ensemble. On souhaite se rencontrer. On souhaite échanger. Donc je trouve que c'est plutôt aussi encourageant de ce point de vue-là. Par contre, sur ce deuxième point, sur les effets des pratiques enseignantes et l'adaptation, on a aussi une enseignante qui récemment, une enseignante d'élèves allophones, qui me dit « C'est la première fois que j'ai des élèves de 3e allophones qui vont passer en seconde. Elle a 3 élèves qui vont passer en seconde grâce à l'IA, parce que l'IA a simplifié beaucoup de choses en termes de traduction et l'effort cognitif était concentré sur la tâche et pas sur la question de la langue. » Mais alors, imaginons le passé. Combien de trajectoires d'élèves on est passé à côté, en fait ? Donc l'IA va permettre aussi ces adaptations. 3e zège professionnel, c'est l'accompagnement. Tout le travail aujourd'hui, c'est de dire, les enseignants qui nous disent « j'ai regagné du temps ». J'ai regagné du temps dans ma préparation pour la concentrer à l'adaptation et à l'accompagnement, c'est-à-dire permettre les interactions entre élèves, les réflexions d'autres organisations de classe. Et ça, c'est extraordinaire. Au contraire, c'est ce qu'il faut aussi qu'on encourage. Donc évidemment. 4e chose, l'évaluation. Alors pour la chef du bureau de l'innovation que je suis presque ravie parce qu'en fait, vous avez des enseignants qui arrivent à l'IA par la contrainte et par l'injonction à réfléchir, puisque l'évaluation ne peut plus se faire de la même manière. Donc ils rentrent par l'IA de manière un peu négative parce qu'ils disent finalement l'IA, ça nous enquiquine. Mais derrière, ça réinterroge le geste enseignant autour de l'évaluation, puisqu'on ne va plus pouvoir évaluer le résultat. Il faut qu'on concentre le geste professionnel enseignant sur la démarche aujourd'hui qui amène à ce résultat. Et on sait bien que ce n'est pas toujours ce qu'il y a dans les productions des élèves. Parce qu'on regarde, même si souvent les enseignants insistent pour dire « écris-moi par le chemin par lequel tu es passé, que ce soit de la maternelle au lycée ». Mais on va aller vers ce geste enseignant renforcé. Donc ça nous semble assez important aussi. Et enfin, le développement de l'esprit critique, ce gain de temps dans la préparation, dans l'adaptation, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on peut travailler ensemble, entre enseignants, dans les collectifs ? C'est ça aussi qu'on espère voir se développer de plus en plus. Et je finirai juste par dire que l'IA, on voit que l'IA permet de foisonner et on a des enseignants aujourd'hui qui ont beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources, et le recteur le disait, presque trop. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on produit plus, les élèves produisent plus. Au lieu d'avoir un commentaire d'1 page, ils vont faire un commentaire de texte de 4-5 pages. Mais derrière, est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils comprennent mieux ? Pas sûr. L'enseignant produit plus grâce à l'IA, personnalise, accompagne, etc. L'enseignant, oui, mais l'élève comprend-il mieux ? Pas sûr. C'est pas prouvé encore aujourd'hui.
Merci Magali. Oui. Moi, je crois que l'IA ne transforme pas tous les aspects du métier de l'enseignant en matière et vraiment tous les aspects de l'enseignant. Et là, je crois que l'IA, il favorise un déplacement du métier de l'enseignant. Le déplacement d'un enseignant qui est centré sur tout ce qui est production de contenu, sur la transmission descendante du savoir, vers un enseignant qui se focalise vraiment sur l'accompagnement, sur l'éthique, le côté éthique des choses, sur la régulation, sur la discrimination, sur la motivation, etc. Et donc la question qui se pose pour l'enseignant maintenant, pour l'usage de l'IA, c'est comment utiliser ce potentiel de l'IA sans empêcher l'élève de penser, de réfléchir, de produire lui-même par ces idées-là. Voilà, merci. Merci. Victor? Oui, merci. Pour revenir un peu sur le contexte canadien et surtout le Nouveau-Brunswick qui est vu, et encore aujourd'hui, lorsque j'ai regardé l'école branchée, c'est une ressource francophone qui parlait justement de l'IA, ils ont souligné que le Nouveau-Brunswick était en avant-gardiste par rapport à l'encadrement de l'introduction de l'IA. Puis quand je regarde le guide qui a été produit en 2024, un guide d'intervention en IA au Nouveau-Brunswick, guide pour les élèves, pour les parents, et des ressources. Mais encore, on dit, mais le Nouveau-Brunswick est pionnier, mais comme il était pionnier, par exemple, dans les années 2004-2006, lorsqu'ils voulaient introduire les portables dans toutes les classes, puis ils ont commencé une étude pilote en 2004, en donnant les portables à tous les élèves de 7e, 8e année dans les 6 écoles, 3 francophones, 3 anglophones. 2 équipes de recherche ont produit des rapports essentiellement semblables, pour dire que oui, ça bouscule justement toute la façon d'enseigner et d'apprendre, mais en même temps, je suis dans une école, dans une classe, comme chercheur, on utilise les portables, mais en même temps, il y a une petite feuille à côté et les mêmes choses, le même graphique sur Excel, on fait aussi sur papier. Je demande pourquoi, mais parce que les examens provinciaux sont sur papier. Donc, on donne un outil aux élèves, mais ensuite on dit, mais non, on ne peut pas, au nom d'égalité, de justice, etc., on doit évaluer de la même manière tous les élèves. Et tant que et ce qui est intéressant, encore une fois, plusieurs personnes que j'ai croisées lors de cette étude encore sont les co-auteurs de nouveaux guides d'intervention, mais c'est encore à l'intérieur de ce même plan de 12 ans, qui, comme je dis, vieux de 2 jours, et qui se projette sur 12 ans. Mais encore là, la question est, on y trouve, on doit améliorer nos résultats, les résultats de nos élèves dans les tests. Et oui, mais si encore une fois, on parle d'un continuum des compétences. On parle d'un continuum des compétences numériques. Ce continuum va se faire comment? Parce qu'à un endroit, on dit, mais il faut commencer dès la maternelle. D'accord? Mais en même temps, le plan dit, lorsqu'on parle du numérique, mais c'est plus à partir de la 6e année. Ensuite, dans un autre endroit, on dit, mais OK, les 5 premières années, c'est les bases. C'est les fondements. Mais en même temps, il faut sensibiliser à l'IA. Encore une fois, comment? Et voilà. Ce qu'on propose, je vous dis quand même, d'adopter une posture d'apprenant pour tout le monde. Donc, tout le monde est apprenant. Le personnel enseignant doit adopter cette posture d'apprenant. Ce qui veut dire, et la référence est sur Schoen, 1983, la référence qui se trouve dans ce document, réflexion en action en temps réel. Réflexion sur l'action est ouverte aux critiques
être curieux explorateur des nouvelles méthodes. Et lorsqu'on parle du personnel enseignant, on parle d'une démarche pédagogique en 3 étapes. Avant, préparation, pourquoi utiliser l'IA, justement, à quoi ça va servir. Pendant, participation, mise en œuvre et interaction. Et après, évaluation, réflexion approfondie. Encore une fois, on donne des ressources, on parle de... on peut parler des Canva, comme donner un exemple, on peut parler de ce petit animal ChatGPT, etc. Oui, on a tout ça, le copilote maintenant de Microsoft, et là je rejoins mon collègue tout à l'heure, parce qu'effectivement, l'un des articles qui a été publié dans la presse acadienne, Acadie Nouvelle, il y a peut-être 10 jours, on parle de ce que les compagnies numériques sont bien présentes. Mais sont bien présentes pas depuis hier, sont présentes depuis quand je commençais au Nouveau-Brunswick en 2003. Microsoft était déjà là avec les portables. Ensuite, Apple est venu avec les tablettes. Ensuite, on a commencé à voir, avant, c'est apporte ton appareil, votre appareil numérique. Avant. Ensuite, dit, non, on va bannir ce site, on va bannir cela, on va bannir là, et on retourne au papier crayon. Donc finalement, c'est dialectique. Moi, je vois on peut voir ça par des vagues, on peut aussi voir ça de manière dialectique. On va toujours changer des vecteurs selon certains coups de vent, comme hier, par exemple, du coup, il y a un coup de vent, l'intelligence artificielle arrive à Grenoble, là, du coup, un fort coup de vent hier. Mais en même temps, le soleil est revenu dans une demi-heure. On a eu un beau soleil. Donc finalement, c'est là, je pense, que notre éducation, et d'après ce que j'ai lu, et si je résume ce qui se passe au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada, on va toujours coexister avec les personnes pour bannir. Par exemple, j'ai pris l'exemple du Manitoba qui vont, là on n'a pas parlé encore des réseaux sociaux, à l'interdiction. Et le Manitoba veut interdire l'IA et les réseaux sociaux en paquet dans les écoles. Et on dit, on doit commencer par les écoles. Commençons à les interdire dans les écoles. Et on dit, mais espérons que le reste du pays, du Canada, va suivre. Merci. Donc, ça veut dire pourquoi? Ça veut dire comment? Et vous avez compris que on cherche ensemble les réponses à ces questions, mais la réponse, je pense, qui a été donnée par notre collègue, bilinguisme, plurilinguisme, toutes sortes de... Ça veut dire qu'il faut cohabiter, coexister, et surtout ne pas oublier qu'on est les êtres humains. Et peut-être le terme même intelligence artificielle devrait être pensé autrement, pour ne pas oublier que c'est vraiment intelligent, c'est vraiment artificiel, et où est-ce qu'est l'humain? Si on perd l'humain, on est encore dans l'Acadie Nouvelle, un philosophe du Québec qui dit c'est l'humanisme qu'on perd avec tout ce qui se passe avec le numérique. Et c'est vrai, ou la question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je cherche qu'on collabore, qu'on trouve une façon de collaborer. Merci. Merci Victor. Une dernière question pour un petit peu relancer, aller dans la continuité. J'ai l'impression vraiment que ce qui ressort de ces échanges-là, c'est que finalement, le meilleur bénéfice qu'on peut espérer de l'IA, c'est un bénéfice sur ce qui se fera sans IA et sur ce qui se passera à côté, en fait, quand l'enseignant est avec l'élève vraiment. Et donc, cette transformation du métier, si vous aviez quelque chose pour vous, à titre soit individuel, mais en tant que chercheur, qui vous tient particulièrement à cœur à prendre en compte dans la formation des enseignants, ça peut être une transformation particulière qui va s'opérer à votre sens et qu'il faut anticiper, ou un besoin de formation vraiment spécifique. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Je sais que tu voulais rebondir aussi sur ce qui avait été dit avant. Est-ce que Je voulais juste rebondir sur les transformations.
sur les transformations, l'IA, les transformations induites par l'IA, je pense que ces transformations dépendent du degré de la transformation, dépend de la discipline. Par exemple, il y a des disciplines qui sont fortement transformées. Par exemple, tout ce qui est langue, les langues, l'informatique, les disciplines qui sont moins transformées par l'IA, les sciences par exemple, la physique, les mathématiques. Et puis il y a des disciplines qui sont moins transformées par l'IA, par exemple la philosophie, l'art. Donc on ne peut pas introduire, parce que c'est plus humain que outil informatique. Et donc la transformation dépend du degré, dépend plutôt de la discipline. Voilà, merci. Magali ? Oui, peut-être je faire la porte-parole des besoins des enseignants, puisque quand on recense un peu les besoins de formation des enseignants, ils nous disent 4 choses. Leur besoin, il est surtout sur la littératie minimale de l'IA, c'est-à-dire qu'ils veulent comprendre ce que permet l'IA, ils veulent avoir un peu être un peu aguerris sur les questions de biais, sur les questions de réponses fausses, pas fausses, enfin voilà, ils veulent être un peu aguerris là-dessus. Deuxième besoin de formation, c'est une formation plus pédagogique sur les usages réels, pour quels élèves, quelles disciplines, quels objectifs. Donc voilà. Troisième besoin qui nous faut remonter, c'est sur la formation à l'évaluation, puisque l'IA, on le disait tout à l'heure, déstabilise quand même beaucoup les pratiques autour de ça. Et le quatrième besoin de formation, celui-là, il est assez nouveau, puisque c'est sur les questions éthiques et juridiques. Donc on n'est pas surpris, hein, j'ai envie de vous dire, et c'est normal. Et il faut qu'on soit au rendez-vous, mais finalement, on est coincé entre le présent et le futur. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que sera le futur avec l'IA et ses capacités, etc. Donc, et la question, c'est la formation au bon moment, au moment du besoin de l'enseignant. Et ça va bousculer aussi les pratiques de formation. L'inscription au PNF et à la formation, où je m'inscris en septembre pour une formation qui arrivera sur l'IA au mois d'avril 2027, on n'est pas bon. On ne va pas être bon. Donc il va y avoir aussi certainement une révolution sur la question de la formation au plus près du besoin de l'enseignant. Et l'IA va le permettre aussi. Ça va aussi irradier sur les questions de formation. C'est ça qui va être aussi assez fascinant à observer. Alors après, d'un point de vue très personnel et par rapport au prisme pédagogique et aux pratiques enseignantes, j'ai envie de vous dire, c'est presque si on faisait un schéma. Vous avez l'enseignant, vous avez l'élève. Et l'humain, l'enseignant, il n'est pas du tout, il va pas disparaître avec l'IA, puisque ça va être au contraire le régulateur, et c'est lui qui va avoir la réflexion sur ce que va être justement le parcours de cet élève-là, en disant finalement qu'est-ce qui va être délégué à l'IA, qu'est-ce qui ne va pas être délégué à l'IA. Donc il est dans un discernement professionnel et une prise de décision professionnelle. Et c'est là-dedans qu'il faut qu'on conforte les enseignants. Et à partir de là, ce qui est délégué avec l'IA, ça suit son chemin, c'est un circuit qui va quand même arriver à l'élève. Et ça veut dire ce qui est délégué à l'IA, l'enseignant, lui, revient, il est sur l'accompagnement et il revient sur l'évaluation, etc. Et ce qui n'est pas délégué à l'IA, ça veut dire qu'est-ce que l'enseignant garde lui, qu'est-ce qu'il garde en termes justement d'apprentissage plus explicite, plus juste, qui passerait par lui et qui fait que l'accompagnement va être un peu différent, mais qu'in fine, ça va quand même arriver à l'élève. Donc c'est, à mon avis, ces deux circuits-là qu'il faut travailler. On ne peut pas en privilégier un plutôt que l'autre, et c'est ce que vous disiez. Donc moi, j'ai tendance à dire les deux. Voilà. Merci. Fabien ? Et moi, à titre personnel, il y avait 2 éléments qui me semblaient importants. Je voudrais rebondir. Le premier, c'est sur ce que vient de dire Victor par rapport à l'intelligence artificielle qui fait beaucoup fantasmer sur l'intelligence. Moi, j'aimerais mieux qu'on appelle l'intelligence augmentée, c'est-à-dire que l'intelligence, elle soit du côté de l'humain et que, comme avec une calculatrice, on fait des calculs qu'on n'a pas envie de faire à la main parce qu'ils sont très très pénibles, et bien avec l'intelligence artificielle qu'on augmente. Et l'autre point, c'est la vigilance par rapport au fait qu'on réussisse à ne pas continuer à accroître les écarts. Et en fait, on sait que le système éducatif français, il a cette caractéristique de ne pas parvenir à réduire les écarts sociaux. Et à titre d'exemple, j'ai une étudiante qui expérimente dans un CFA BTP l'intelligence artificielle générative comme orthèse à la production d'écrits. Et avec un certain nombre de ses élèves, l'intelligence artificielle en usage leur a permis de corriger leurs travaux, mais avec beaucoup d'élèves, je vous donne un exemple d'un élève en particulier, il soumet son texte qui est une analyse de ses compétences pour un emploi. Donc le ChatGPT lui répond c'est très très bien, je suis très heureux de pouvoir te répondre, tes compétences sont formidables, mais il y a quand même beaucoup de fautes d'orthographe, souhaites-tu que je les corrige ? Et l'élève répond non.
Parce qu'en fait, ça va lui occasionner beaucoup de travail. Et puis finalement, ce n'est pas le truc qui l'intéresse. Et donc, il n'a pas du tout compris ce qu'il pouvait tirer de cette orthèse, justement. Voilà. Donc, comment on va faire pour ne pas que l'intelligence artificielle, qui a beaucoup de potentialité, ne fasse pas accroître les écarts entre les élèves les plus en difficulté et les autres? Merci. Philippe? Oui, merci. Donc, oui, moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est aux boucles délétères ou aux cercles vicieux, on appelle ça aussi comme ça. C'est-à-dire faire attention, quand on enseigne des choses avec l'IA générative, à ne pas tomber dans un certain nombre de cercles délétères. J'en ai 3 à proposer à votre sagacité, vous me direz ce que vous en pensez. Le premier, c'est, avec l'IA générative, on n'a pas forcément que des choses fiables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser plusieurs IA génératives différentes. Et après, on va passer énormément de temps à voir ce qu'on va en faire. Tant pis si on crame des lacs et de l'électricité avec ça. La deuxième boucle délétère, c'est que on va de plus en plus recourir à l'IA générative pour avoir des choses produites directement plutôt que d'essayer de les produire par soi-même. Et effectivement, le fait de faire ça, de ce fait, on va moins utiliser ces ressources cognitives pour le faire, et du coup, on va devoir de plus en plus recourir à l'IA générative. Certains appellent ça la reddition, en fait, la reddition cognitive. On laisse déléguer à l'IA générative de plus en plus de choses. Et le troisième point, je rejoins encore une fois Fabien là-dessus. On ne s'est pas préparé, hein. Mais je rejoins sur cette histoire d'enseignants augmentés. Hein. Daniel Handler parlait tout à l'heure aussi de prothèses. Plus l'enseignant va être augmenté avec des prothèses, moins il va être augmenté avec des sous. Et il faut faire attention à ne pas trop filer l'argent aux Startup Nation et en garder aussi pour les AED, les AESH, et peut-être éviter que les enseignants à Bac+5 soient payés au SMIC en début de carrière. Voilà, merci. Merci Philippe. Donc, ce qui me tourmente peut-être le plus, c'est que quel travail faudrait-il faire en dehors de la sphère scolaire? Vous avez parlé d'enseignants, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Quel mode devrait-il s'approprier, déléguer, vérificateur? Qu'est-ce qu'il devrait assurer en classe? Mais en dehors de la classe, à la maison, qu'est-ce que l'élève est en train de faire? C'est là. Quel contrôle peut-on mettre en place pour savoir est-ce que l'élève utilise l'IA à travers un mode délégué ou juste un mode d'accompagnement, etc. Et c'est là où les capacités cognitives de l'élève sont affectées. On sait tout le monde qu'en général, dans une classe traditionnelle, ce sont plus les enseignements qui ont lieu en classe. Et ce sont les apprentissages qui sont en dehors de la classe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, étant donné que l'élève est tout seul, il est sollicité par une IA disponible à ses côtés 24/24. Et donc, quel apprentissage va être enrichi, développé en dehors de cette sphère scolaire? Et merci. Merci. J'y vais. Alors, c'est intéressant et ça me permet de faire le parallèle parce que, en fait, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas très innovantes avec l'IA, hein, dans les réflexions et dans les questions. La question des devoirs à la maison, du travail personnel, de l'évaluation, ça vous dit quelque chose, je pense. C'est des questions qu'on se posait bien avant l'IA. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau là-dessus en fait. Parce que l'élève qui est aidé chez lui, pas aidé chez lui, que ce soit l'IA ou les parents ou le frère, la sœur ou la grand-mère qui était directrice d'école, etc. Voilà, on est d'accord que la question se posait. Par contre, c'est accentué aujourd'hui parce qu'en effet, c'est plus accessible, c'est accessible à tout le monde. L'élève se retrouve souvent seul face à l'IA, etc. Donc l'objectif, en tout cas pour nous, dans l'accompagnement des enseignants, c'est dans ce déplacement du geste professionnel, c'est d'aller construire cet esprit critique. Et on a aussi des enseignants, et il y a une formule que j'aime bien, c'est en gros, travaillons avec les élèves sur que peut l'IA seul, qu'est-ce que je peux avec l'IA et qu'est-ce que je peux seul. Et toute cette réflexion-là, justement, avec les élèves et cette réflexion autour de l'esprit critique, on voit de plus d'enseignants qui me disent justement qu'eux, ils s'amusent dans certaines activités pédagogiques à travailler cette comparaison de l'information, puisque l'information est ultra accessible. Donc finalement, maintenant, partons du principe qu'elle est accessible, qu'on peut faire avec l'IA, etc. Parce que sinon, on rentre dans un système où finalement, on voit beaucoup d'enseignants qui utilisent l'IA pour vérifier s'il y a de l'IA. Donc ça n'en finit jamais. L'élève utilise l'IA, l'enseignant utilise l'IA pour vérifier s'il y a eu de l'IA. Donc c'est une spirale
qui ne termine jamais. Donc partons du principe, en général, quand on est avec les équipes, mais j'en dis, partez du principe que l'UA a été utilisé, à la limite, où vous posez la question aux élèves, et c'est plutôt, finalement, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on ne peut pas comparer ce qu'on a produit les uns et les autres avec des IA différentes ? Est-ce que ça fait vérité, pas vérité ? Donc cet esprit critique, en fait, c'est aussi là-dessus qu'on va accentuer, en tout cas, le geste professionnel enseignant. Merci. Il y avait une autre question juste derrière. Ah, pardon. Bonjour, Boucha Endeloussi, formatrice au CRMF de Rabat, l'équivalent de l'INSPE ici, au Maroc, bien sûr. Alors, moi, peut-être, d'abord, je vais commencer par vous remercier tous les intervenants de cette journée. On a été surpris par la richesse, mais aussi agréablement surpris par la richesse des débats qui ont été évoqués ici. Moi, je vais partir un peu plus loin, un peu plus tôt, depuis ce matin, depuis peut-être l'intervention de monsieur le recteur sur la temporalité qui a été évoquée à plusieurs reprises, pour la relier, bien sûr, la temporalité dans le sens de la rapidité du développement des outils de l'IA. Pour la relier aussi à l'idée de monsieur Daniel Handler, professeur Daniel Handler, sur sa théorie, peut-être à laquelle j'adhère un peu aussi, la théorie de la vraie différence, un peu je dis, pour l'instant, la vraie différence entre l'IA et l'humain, dans le sens où l'IA elle est capable de résoudre des problèmes, point, alors que l'humain il est capable de résoudre des problèmes en situation. Mais en tant que formatrice, en reliant ces deux points, je me demande pour l'instant, pour nos futurs enseignants, pour les enseignants qui sont en place, mais aussi pour les futurs enseignants, comment ils pourraient faire pour amener les élèves, leurs élèves, à développer justement cette réflexion pour résoudre des problèmes en situation. Parce que c'est ce qui va faire cette différence. Et en même temps, je reviens à ce qui a été dit sur, je ne sais pas moi, est-ce que c'est ce déficit cognitif et intellectuel qui va se développer de plus en plus chez les élèves. Je ne sais pas est-ce que ça va être vrai ou pas. L'avenir nous le dira. Mais à force peut-être de déléguer toutes les recherches à l'IA, peut-être que ça va se faire. Mais du coup, est-ce qu'ils auront encore cette capacité à réfléchir en situation? Et est-ce qu'ils seront encore... On aura encore cette différence entre l'humain d'une part et l'IA d'autre part, et cette petite supériorité peut-être qu'il y a encore aujourd'hui avec nous, notre génération, hein, on se considère des anciens, et avec la génération qui est en cours, mais peut-être la génération qui va venir, ça pose une grande question. Alors voilà, merci beaucoup. Merci, pas nécessairement de répondre aux commentaires, aux questions, mais rajouter à la réflexion. On est aussi beaucoup axé sur le résultat. Mais on cherche toujours à innover en ramenant le processus avant le résultat. Et ce que j'ai bien entendu et ce qui résonne chez moi, que le phénomène que l'élève converse avec cet agent numérique, comment ça se passe ce processus-là? Va-t-on juste poser la question, avoir la réponse qui est la bonne réponse à un test? Ou va-t-on plutôt construire cette conversation ou co-construire en impliquant d'autres autour de toi? Comment est-ce que nous, comme êtres humains, va-t-on réagir à des réponses qu'on nous donne? Comment est-ce qu'on va faire pour, par exemple, lorsqu'on dit bravo, tu as bien fait, mais tu as fait des erreurs, veux-tu le corriger, mais est-ce que
comment est-ce qu'on fait pour... parce que finalement, toute mon expérience, là je parle de mon expérience personnelle, c'est vraiment, on essaie de nous flatter. Mais on essaie de nous flatter, mais il y a beaucoup d'efforts qu'il faut que tu fasses pour que tu ailles vraiment chercher l'essentiel, que tu changes les vecteurs des conversations. Tu développes une certaine flexibilité. Moi, je pense qu'on est devant une nouvelle forme d'apprentissage, nouvelle forme d'enseignement qui est encore, on est en retard pour entamer même le processus. Donc, ça c'est peut-être le deuxième point. Donc, premier point, c'est repenser le processus et comment le mettre avant le résultat. Et le deuxième, c'est comment amener la personne à apprécier ce processus-là, s'engager. Le mot engagement est extrêmement important. Donc ça, c'est une réflexion que je voulais partager. Merci. Merci Victor. Une dernière question avant la fin de cette session. Oui, bonjour. Il me semble, c'était un peu le début de l'intervention précédente, que depuis ce matin, on parle du temps et de la temporalité. Et donc moi, je travaille sur les technologies depuis très longtemps et je m'interroge vraiment sur ce qui ferait différence ou pas avec l'IA par rapport à toutes les autres technologies. On a parlé de la calculatrice. Et c'est plutôt une réflexion et pas d'outil pour apprendre, pour comprendre, pour s'adapter. Pour faire apprendre, il nous a fallu beaucoup de temps. Et ce qui est complètement différent avec l'IA, c'est qu'elle évolue très vite. Et de façon, la temporalité de l'IA, pour l'instant, n'est pas du tout en cohérence avec ce que moi, humaine ou humain, on arrive à faire. Pourtant, faire apprendre, ça nécessite une certaine stabilité dans je produis quelque chose, j'évalue si ce que j'ai produit correspond ou pas. Quand je refais la même chose, il faut que j'ai à peu près la même réponse, ou si j'essaye de faire quelque chose de différent, j'ai une réponse différente. Et si l'IA bouge tellement vite qu'à chaque nouvelle leçon, à chaque nouvelle situation pour faire apprendre, eh ben, on n'a pas de contrôle sur ce qui va être produit. Je trouve que là, on a une vraie difficulté, que ce soit pour évaluer, dans toutes les difficultés. Et c'est peut-être là, de toutes les contributions depuis ce matin, qui est un des clés qui était passé, en tout cas qui m'interroge moi. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Oui. Merci. Je voulais rapporter juste une expérience d'un enseignant au Maroc, un enseignant de français qui travaille sur l'IA avec ses élèves, mais sur l'évaluation, il n'évalue pas les productions des élèves, mais il évalue le processus de production. Donc il évalue le processus d'ingénierie de prompting de ces élèves-là. Donc c'est une expérience qui permet de faire face, que les élèves font face à leur production et au processus dans lequel ils ont suivi pour produire ceci. Donc c'est une manière d'évaluer les productions des élèves. Alors juste d'une manière globale, il y a des études qui montrent que on est en train, surtout les études neurolinguistiques, qui montrent que l'usage de l'intelligence artificielle est en train de développer les neurones artificiels au détriment des neurones biologiques. Il y a même des coupes transversales qui ont été faites dans le cerveau et ils montrent qu'il y a une dégression des neurones biologiques dans le neurone, pour ceux qui utilisent bien sûr l'IA dans leur production. Voilà, merci. Merci. Je vous propose de clore cette session et plutôt de continuer les échanges, comme on dit classiquement, lors du repas.